Merci d'être là pour cette session. T'inquiète pas. Je vous souhaite la bienvenue. Donc, je vais parler de Fabricate. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu avant de Fabricate ou pas. Il y en a entendu ou utilisé? Juste entendu? Vous l'utilisez? C'est parfait. Ah, le plugin Fabricate Maven Plugin. D'accord. Donc c'est bien de repérer les premières de la classe. C'est bien. Donc voilà, donc ça sera plus sur les goodies qui nous offre Fabricate. Mais avant tout, permettez-moi déjà de me présenter. Donc je m'appelle Abdelatif Bouchama, je suis senior middleware ingénieur chez Red Hat. Je contribue dans pas mal de projets Apache comme Camel, Fabricate also. Et j'ai la chance d'être dans le programme committee de Devoxx Maroc pour la deuxième année. Sinon ici, toutes mes coordonnées, donc Twitter, LinkedIn. Vous pouvez me contacter après la présentation, je répondrai avec plaisir. Donc, j'aime bien commencer ma présentation avec cette citation de Marc Andreessen. Je ne sais pas si vous connaissez Marc Andreessen, non? C'est le fondateur de Netscape, c'est le Google des années 90. Donc cette citation tout simplement dit que les entreprises de toute industrie doivent assumer qu'une révolution logicielle est à venir. Donc en gros, même si on invente des nouvelles architectures, des méthodologies et autres, si la mentalité, si la culture de l'entreprise ne change pas, on ne peut jamais les adopter, on va rester là où on est. Donc ce qu'on a actuellement en prod, et on ne voudrait jamais le toucher, ça répond juste aux besoins du passé. Mais le besoin actuel et le besoin du futur, on ne peut jamais le couvrir et il faut absolument aller vers une nouvelle architecture et surtout sans crainte, parce que le besoin il évolue de jour en jour. Donc pour être compétitif, il faut réellement adopter des nouvelles architectures, des nouvelles architectures sans crainte. Donc avant d'aller vers une nouvelle architecture, il faut s'armer des bons outils pour vraiment attaquer cette nouvelle architecture. Et c'est pour ça que je viens vous parler de Fabricate, parce que Fabricate, il facilite l'adoption des nouvelles tendances de l'architecture dans les 5 aspects d'architecture, comme l'apparition des API. Les API sont apparus pour banaliser réellement les échanges entre services, que ce soit inter ou intra. Donc c'est fini l'époque des web services avec toute leur complexité, définir le contrat, la validation des données et autres. Donc là c'est tellement simple avec les API. Et même maintenant les API sont devenus vraiment définis comme les points d'entrée dans l'architecture, comme une API gateway qui permet de gérer même toutes les communications, que ce soit externes ou internes. Donc c'est un pas vers ce qu'on appelle la transformation numérique. Il y a aussi le passage de monolithe vers les microservices. On a le CI/CD qui a révolutionné le monde, la continuous integration, la continuous delivery. Vouloir tout containeriser maintenant. On ne peut plus déployer un truc dans un serveur ou une VM comme à l'ancienne. On veut tout containeriser et mettre des choses en cloud. Du coup, je vais me concentrer juste, je vais vous raconter mon histoire par rapport à comment j'ai fait connaissance à Fabricate. C'était par rapport aux microservices. C'est là où j'ai fait ma connaissance. Et du coup, au début, je faisais mon service tranquille dans mon coin et j'entendais toujours le buzz autour des microservices. Je me suis dit, qu'est-ce que ça va changer par rapport à mon service que je fais tous les jours? Alors du coup, c'était ça mon service avant. Et là, pour être microservice, purée, je devrais considérer tout ça. Je devrais considérer toutes ces nouvelles exigences pour être micro. Donc micro avec tout ça. Donc je me suis dit, là, quand même, je me suis posé la question, si c'est microservice, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Donc en gros, je me suis renseigné et j'ai trouvé qu'en quoi il répond aux questions de comment accélérer le développement, mieux accompagner le changement, réduire le time to market. Mais certes, pour mon service, néanmoins, je devrais l'embarquer dans un conteneur pour profiter de l'isolation, de la portabilité, pour qu'il soit plus compatible avec le cloud. Il doit proposer de la discovery,
du load balancing, de la scalabilité, de l'élasticité. Ça fait beaucoup pour un microservice. Je me suis dit, je ne peux pas y arriver tout seul. Donc j'en ai besoin d'un allié taille qui peut m'aider pour atteindre cet objectif-là. Et c'est là où j'ai fait la découverte de Fabricate. Je me suis dit, le feignant que je suis, certainement il y a un truc. Et là, j'ai découvert Fabricate. Donc Fabricate, il a cette devise. Let's develop microservices faster and have fun. Donc développons les microservices rapidement et en s'amusant. Je me suis dit, ah, avec cette devise, j'achète. Je prends. Sauf que j'achète pas parce que c'est un open source. Donc juste, je m'en sers. Je me suis dit, pourquoi pas. Mais avec Fabricate, donc qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose plein de trucs. Donc toutes les exigences ou les contraintes que je devrais considérer pour mon microservice, il me les offre sur plat. Donc par exemple, pour tout ce qui est automation, donc il me donne Jenkins. Pour mes tests, il me donne Arc Nexus pour tout ce qui est repository manager. Et pour tout ce qui est embarqué dans un conteneur, pour l'isolation et la portabilité, j'ai Kubernetes qui est out of the box, et pareil, j'ai OpenShift et j'ai Docker. Il m'offre un plugin qui s'appelle Fabricate Maven Plugin, donc qui me facilite tout simplement que ce soit le build, le déploiement et même le debug de mon microservice dans un conteneur, dans une plateforme comme OpenShift ou Kubernetes. Donc, il m'offre ça par rapport pour pouvoir le conteneuriser. Pour tout ce qui est intégration avec les sources code, pareil, si j'ai besoin du tracing ou des metrics, j'ai juste à utiliser Elasticsearch et Kibana. Si j'ai besoin du monitoring, donc j'ai du Prometheus, j'ai des Grafana. C'est pour tout ce qui est social, pour vraiment le chat. On a Slack et S-Chat, et pour tout ce qui est développement, il supporte Spring Boot, Whitefly, Java et autres. Donc, Fabricate, il vient avec toute cette panoplie-là, et il fait même le wiring, la connexion entre tout ça. Donc, j'ai pas besoin d'aller moi-même, par exemple, quand je veux du tracing, j'ai pas besoin de moi-même d'aller configurer Elasticsearch, essayer de voir le containeriser pour qu'il puisse être déployé dans Kubernetes ou OpenShift, aller installer Kibana, essayer de faire le lien entre eux. Il m'offre ça directement, donc j'ai juste un bouton normalement à cliquer et c'est fait. Je reviens toujours, donc tout ça c'est en mode container. Donc il se base spécialement sur Kubernetes. Oh, je me suis trompé. Normalement c'est OpenShift ici. Ok, je vais regarder ça. Donc c'est Kubernetes, Docker et OpenShift. Donc je me suis trompé de logo. Donc il intègre tout ça et il suffit normalement sur une plateforme comme Kubernetes ou OpenShift d'installer Fabricate et j'ai une console comme celle-là. Donc qui répond exactement aux exigences de microservices que j'avais demandé avant. Donc que je devrais considérer. Par exemple, si je veux faire du CDF pipeline, il m'offre directement un petit bouton à cliquer. Il va m'installer Jenkins, Nexus, il va m'installer même Gox et il va même faire le lien avec des repos GitHub que j'ai et il peut me faire directement du CI/CD out of the box. Si j'ai besoin d'un Artifactory pour gérer les repository managers, j'ai Artifactory ici. Si j'ai besoin d'un API man pour gérer mes API, donc il suffit juste de cliquer ici. Le login, pareil là, basé sur Elasticsearch. J'ai du management, donc j'ai à peu près tout. Donc les metrics, même j'ai un broker que je peux installer pour gérer les communications asynchrones, les échanges asynchrones pour les microservices. Comme j'ai dit, donc, le point fort ou la fonctionnalité que j'ai aimé beaucoup dans Fabricate, c'était ça. C'était le CI/CD. Donc en gros, si j'ai mon projet dans GitHub, donc au niveau de Fabricate Console, je référence mon lien GitHub de mon projet et après il me propose un Jenkins Workflow, un des Jenkins qui sont déjà prédéfinis dans Fabricate. Et un parmi ces Jenkins, c'est Jenkins Workflow, on a un qui permet de faire du testing, du staging et de la production. Donc c'est un Jenkins qui est déjà défini, je fais juste le choix et il est directement intégré dans mon GitHub, dans mon projet. Et le workflow il sera lancé, donc il va faire le build de mon projet ici
il va lancer les tests d'intégration, s'il y a des tests unitaires dans mon projet. Une fois les tests unitaires ils sont OK, il passe en staging. Là, au staging, une fois qu'il est déployé, donc on peut lancer nos tests QA. Et à ce moment-là, normalement, j'ai un bouton Approve ici, voilà, Proceed. Et il passe automatiquement en production. Donc si les ops ils sont contents, ils ont juste à appuyer sur ce bouton. Ce qui est bien avec cette console, c'est que j'ai qu'une seule vue ici, j'ai pas besoin de naviguer à chaque fois. Donc ici j'ai ma vue sur mes environnements, j'ai ma vue sur mon pipeline, donc Jenkins il récupère mon pipeline ici et même la log de mon build, et j'ai tous les commits qui sont faits sur mon projet. Donc avec une seule console, j'ai pas besoin de naviguer ailleurs, j'ai toute la vue complète de mon environnement. On pourra voir le pipeline sur par exemple Git, le Jenkins file. Le Jenkins file, on peut l'adapter, on peut créer nous-mêmes notre Jenkins file, et comme on peut utiliser ceux qui sont déjà prédéfinis, donc on peut choisir, ou sinon s'il détecte qu'il y a déjà un Jenkins file, il va exécuter directement celui-là. S'il y a déjà un Jenkins file qui est dans votre projet Git, il n'y a pas besoin même, il ne va même pas vous proposer, ça sera directement exécuté. Donc, tout ça c'était bien, donc on a vu comment fabriquer vraiment aide pour faciliter la tâche pour les microservices. Et là, donc c'est vraiment cool parce que ça m'a vraiment aidé pour s'interfacer avec Kubernetes et OpenShift sans que je sois vraiment expert dans ces produits-là. Mais au moins, j'ai vu mon projet promu en microservices facilement avec la discovery qui était offerte par Kubernetes ou OpenShift. Le load balancing qui est offert aussi par Kubernetes, donc on n'a pas besoin de le faire moi-même. Donc j'étais déchargé de tout ça et j'étais concentré que sur mon métier. Je sais que c'est le projet sur lequel je développe, qui est mon service, qui est toujours le même. Alors, là, ce qu'on a vu, tout ça, c'était sur la version 3. La version 4, donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il intègre, qu'est-ce qu'elle traite. Donc les problématiques qu'on a sur la version 4, les problématiques que la version 4 traite, c'est que la nature du développement de logiciel maintenant elle a changé, on n'est plus comme avant, donc on devrait le personnaliser, on doit développer des applications cloud, des microservices. Donc la plateforme de développement qui doit gérer ça, elle doit aussi pouvoir gérer des microservices et du cloud application. Donc les usines logicielles qu'on connaît avant, ils sont plus à jour pour gérer ce genre de développement logiciel. On n'est plus à ce stade-là. Et on a toujours, de mémoire, on a toujours des problèmes dans la plateforme de développement. Déjà, personne ne veut y toucher. Donc on passe des mois et des mois à faire une usine logicielle, mais personne ne veut y toucher parce qu'on a peur que ça ne marche plus. Et c'est jamais valorisant. À la fin, c'est même si on fait cette usine logicielle, personne ne va dire « ouais, bravo, vous l'avez fait ». Tant que ça marche, c'est bien. Mais si ça ne marche pas, on te pointe du doigt. C'est toi qui l'as fait foirer, c'est toi qui ne l'a pas fait marcher. Et du coup, il y a encore, par rapport à l'harmonisation de la plateforme de développement, on a aussi le post-développeur. Chacun, il a son Eclipse, son IDE à lui, il a son Maven, son JDK. Donc pour harmoniser tout ça et avoir une plateforme vraiment de développement qui tient la route, on est vraiment loin du compte. Donc c'est un bras de fer tout le temps pour vraiment normaliser ça, pour que ça soit vraiment respecté. Il y a des codifications qu'on doit utiliser dans la plateforme de développement pour les builds qu'on doit faire. En gros, c'est une usine à gaz. C'est pas une usine de logiciel, c'est une usine à gaz. Donc, toute cette problématique-là, il y a Fabricate qui va s'inscrire dans ça. Donc l'idée de la version 4, c'est tout simplement d'offrir une plateforme de développement end-to-end, c'est-à-dire de bout en bout, de l'idée jusqu'à la production. Donc au moment où j'ai eu l'idée, je me suis dit, ah, j'ai un besoin, donc je dois l'analyser, le planifier, le créer, le builder, l'automatiser. Donc c'est une plateforme jusqu'en production, donc jusqu'au déploiement. Donc c'est une plateforme qui est vraiment complète, qui utilise les pipelines pour pouvoir faire du CI/CD. Donc c'était ça l'idée de la version 4. Et l'architecture Fabricate par rapport à cette version, donc elle est toujours basée, elle est en top de Kubernetes et OpenShift. On a le module authentification avec du single sign-on qui est géré par Keycloak. Donc tous les modules après, on n'a pas besoin de s'identifier. Il suffit juste de s'identifier la première fois
Et le Cake-Lock, il va directement prendre le relais pour l'authentification au niveau de GitHub, au niveau de Jenkins, et pareil pour les autres modules, même pour s'authentifier au niveau d'OpenShift ou Kubernetes. On a le planner, donc ça permet de créer des work items, donc pour le suivi du projet, pour le Kanban board. On a le codebase, donc pour gérer les sources. Pour l'instant, la version 4, elle gère que GitHub, mais il y a un travail derrière pour intégrer aussi les autres comme GitLab, Gox et autres. On a Jenkins Pipeline ici pour gérer tout ce qui est CI/CD, donc l'automatisation de notre projet. On a ici l'IDE, c'est un Eclipse Che. Eclipse Che, c'est un IDE web. Donc en gros, mon workspace, je l'ouvre directement avec une URL HTTP. J'ai rien sur mon poste. Donc du coup, on est décorrélé, on n'est plus sur le poste développeur. On n'est plus dans le syndrome, oui, ça marche chez toi. Ça marche plus, maintenant ça marche ici. Et c'est la même chose pour tout le monde. Donc c'est pas un artefact que tu as dans ton PC qu'on n'en a pas ici. Donc avec Eclipse, donc le fait qu'on déploie fabriquer dans du cloud, je peux avec ma tablette ouvrir mon workspace, changer mon code, push, et voilà. Donc il n'y a plus de relation avec le post développement, que ce soit avec mon smartphone, mon tablette, autre, ça enlève cette dépendance. Et on a le code générateur ici, c'est le Forge, c'est pour vraiment avoir des templates de projets. Donc je reviens un par un par rapport donc on a dit par rapport à l'authentification, donc il y a Cake-Lock qui gère le SSO et le OAuth avec OpenShift et Kubernetes. Ici l'authentification suffit pour gérer, pour se connecter à tous les autres modules. On a aussi le planner, comme j'ai dit, ça permet pour faire du project tracking, du issue tracking. On a le code editor avec Eclipse Che. Et on a Jenkins. Jenkins, ce qui est bien, c'est qu'une fois on s'authentifie, il crée, dans Kubernetes ou OpenShift, il va créer directement un namespace ou un projet avec notre nom. Donc il va créer un projet développeur. Par exemple, si je me connecte avec développeur, il va créer développeur Chi. Si je fais Bouchama, si je me connecte avec Bouchama, il va créer un projet Bouchama Chi. Et dedans il y a mon Eclipse Chi avec mon workspace. C'est drôle, il y a Bouchama Chi. Et il va créer aussi un autre projet, la Bouchama Jenkins. Ça reste le Bouchama Jenkins. Et dedans, il y a un container repository, donc il y a mon repository avec toutes les méthodes parties que je déploie. Et j'ai aussi un Jenkins Master. Donc je ne partage pas le même Jenkins avec les autres. Donc j'ai un Jenkins Master à moi. Et quand je demande un build d'un projet ou l'automatiser avec le CI/CD, il y a les Jenkins Slaves qui vont être lancés pour vraiment lancer le build que je veux. Mais c'est décorrélé par rapport aux autres utilisateurs. Quoi encore? J'ai oublié, je pense. Ouais, je pense. Ouais, c'est ça. Et comment commencer avec Fabricate? Comment installer cette plateforme? Il suffit de lancer une commande qui s'appelle GoFabricate Deploy. Et c'est tout. Donc, avec GoFabricate, c'est une ligne de commande qui permet directement de détecter la plateforme sur laquelle on travaille. Donc c'est OpenShift ici, l'URL d'OpenShift. Il va installer mon Fabricate dans un namespace qui s'appelle Fabricate. Et là, c'est le package system avec la version qu'il va installer et directement il va lancer tous les templates pour que ce soit fait. On va voir si je raconte pas des bêtises. On va fingers crossed. Est-ce qu'on voit le terminal en haut? Ok, parfait. Donc je viens de faire l'installation juste avant de venir ici. Je l'ai fait il y a une demi-heure à peu près. Donc pareil, comme je vous ai dit, j'ai lancé la commande GoFabricate Deploy. Je lui spécifie comme quoi le package c'est le package système. Là je spécifie la version 4.0.2.8
C'est la version qui est moins buggée pour l'instant. Donc c'est pour ça que je l'ai spécifié. Et je lui dis, tu me l'installes dans le namespace Fabric. Là, le fait que je suis logué sur mon OpenShift, il a détecté directement que c'est OpenShift comme plateforme. Si c'était Kubernetes et je suis connecté à Kubernetes, avant de lancer la commande, il va détecter que mon environnement c'est Kubernetes. Donc là, il a vu que c'est OpenShift. Ça, c'est l'URL de mon OpenShift. Là, il a bien spécifié que le namespace c'est Fabricate. Ici, il va aller chercher la release de Maven, du repository Maven, et là c'est le package, il spécifie que le package c'est le package system et la version que je lui ai spécifiée. Donc directement juste après, il commence à installer les services, les secrets, donc tout ce dont j'en ai besoin pour que le déploiement de la plateforme soit fait. Donc après, il me demande d'attendre un petit peu jusqu'à ce que tous les conteneurs sont running, en mode running, et après il me spécifie pour la connexion avec GitHub que je spécifie cette URL de callback. Et après, directement, il rajoute le OAuth pour l'authentification OAuth et le cluster admin. Donc là, normalement, on peut voir, comme je vous ai dit, donc je l'ai installé sur OpenShift et puisque j'utilise j'utilise la version 3.6 d'OpenShift et j'utilise pas réellement OpenShift, j'utilise la version mini-shift. Voilà, ça permet d'avoir un cluster OpenShift. Oh, vous avez révisé avant, non? Donc oui, c'est ça. Donc je continue direct, je l'explique pas. Donc voilà, ça permet d'installer un cluster OpenShift avec single node sur le laptop pour pouvoir vraiment jouer avec. Génial. Hein, Donc là, je vais juste lancer la console. Donc voilà, dans la console, je vois le projet Fabricate qui a créé. Et là, je vois les modules qui sont dedans, le module d'authentification ici, avec le conteneur qui démarrait. Pareil, j'ai le Eclipse Che, j'ai Fabricate pour la console, j'ai Forge pour le code générateur, j'ai le Work Anytime pour le planeur, et Cakelock pour tout ce qui est SSO. Donc là, j'ai juste normalement à lancer Fabricate, la console, avec cette URL. Et il me demande un login. Donc là, je vais juste m'identifier en utilisant développeur. Et là, il me demande juste de rajouter quelques informations. Donc, j'utilise comme username développeur. Donc, je submit. Là, il va faire la liaison avec mon GitHub parce que je lui ai donné avant mon client ID et mon client secret. Donc là, il va faire la connexion avec mon GitHub. Donc, j'autorise. Là, il me dit c'est bon, vous êtes prêt à démarrer votre expérience. Mon GitHub particulier, je use juste mon GitHub public, normal. J'ai pas utilisé vraiment un GitHub enterprise ou privé, non. Donc là, le fait que je me suis logué juste avec développeur, je vais retourner juste à OpenShift. Et comme je vous ai dit, il a créé d'autres namespaces, d'autres projets. Par rapport à mon login, donc je me suis connecté avec développeur, c'est mieux que développeur Chi, c'est mieux que Bouchanachi. Donc développeur Chi, c'est pour mon workspace avec Eclipse Che, et bon, ça c'est cool, hein, ça c'est l'effet déploiement. D'accord. Là j'ai développeur Jenkins, là c'est bien, non, sauf ça, d'accord. Il m'installe aussi un environnement qui s'appelle Run, c'est l'équivalent de la production, et un environnement Stage pour le staging. C'est bien, on va résoudre ce problème-là tout de suite. Excusez-moi, c'est l'effet démo.
J'ai lancé juste un nouveau déploiement pour Jenkins et pour le Container Repository. Allez. Je suis en train de surveiller ici. Hein. Je surveille quand est-ce que le conteneur il sera démarré. Quand est-ce qu'il sera running. Voilà, parfait. Donc si je reviens ici à développeur Jenkins, donc voilà, j'ai mon Container Repository, donc mon repository pour mes artefacts, et j'ai mon Jenkins qui est démarré. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est bien, c'est bien de débugger directement en déo. Donc voilà, donc le fait que je me suis connecté juste avec mon login développeur, donc il a créé ses environnements, et je reviens à Fabricate. Donc je crée un space, donc un espace ou un projet. Donc je fais Divox MA, je fais Create, et directement, quand je crée un espace, il me demande est-ce que tu veux importer des projets que tu as déjà dans ton GitHub ou tu veux commencer par des Quick Start. Donc si je fais Quick Start, il me propose déjà des projets avec Vertex ou Spring Boot. Donc là, je vais utiliser un projet à moi que j'ai déjà dans mon GitHub, c'est Camel Fabricate Rest. Donc là, j'ai juste à faire importer mon code. Et puisqu'il a la liaison avec mon GitHub, il va me proposer directement les projets que j'ai déjà dans mon GitHub. J'ai juste à choisir celui que je vous ai montré, Camel Fabricate Rest, celui-là. Ouais, c'est bien celui-là. Donc, et je fais suivant. Là, il va me demander directement c'est quoi ta stratégie de déploiement par rapport à ça. Donc là, je vais choisir directement un Jenkins Workflow qui est déjà préconfiguré. J'ai juste à le choisir, c'est Release, Stage, Approve and Promote. Et là, il me demande est-ce que je peux overrider ton Jenkins si tu l'as déjà dans ton projet. Donc si tu veux pas, tu décoches et c'est fait. Donc là, ce qu'il va faire, il va aller voir mon projet, il va essayer de l'analyser. Donc là, avant, il me demande est-ce que c'est bien développeur Jenkins ou tu as ton Jenkins. Je lui dis oui. Il va créer un trigger build et un webhook. Donc en gros, si un jour, si j'update juste mon projet, il peut déclencher directement le workflow Jenkins. Pas besoin que je vienne le lancer moi-même. Donc je fais finish. Allez, c'est bien. Voilà, donc il a détecté que mon projet, il utilise le framework Spring Boot, et comme mon projet c'est Camel Fabricate, et il est déployé il va utiliser l'environnement développeur Jenkins. Donc là, il y a mon pipeline qui est déjà lancé. Le build, il est déjà lancé. Donc, vous avez vu, j'ai rien fait. J'ai juste spécifié mon GitHub, choisir un Jenkins Workflow, et tout est fait. Sans que je spécifie moi-même, sans que je configure mon Jenkins file avec Groovy et tout. Donc si vraiment on est dans des cas simples, on peut utiliser déjà les workflows qui sont proposés par Fabricate, ou sinon on peut les adapter nous-mêmes. Il y a une librairie qui s'appelle Jenkins Fabricate. Donc si je reviens juste ici, je vais vous montrer ce qu'il a fait. Donc il a rajouté un Jenkins file dans mon projet. Donc il a commité. Fabricate, il a commité un nouveau, donc voilà, commité de JBoss a minute ago. Donc il a à peine commité le Jenkins file dans mon projet pour qu'il puisse l'utiliser. Et le Jenkins file, il utilise cette librairie qui s'appelle Fabricate Pipeline Library. C'est celle-là qui propose par défaut les pipelines prédéfinis. Donc on peut rajouter nous-mêmes d'autres pipelines si on veut. Et ce qu'il fait aussi, il update aussi mon PUM. Donc en rajoutant le plugin Fabricate, donc j'ai rien à faire normalement, il rajoute lui-même le plugin, c'est le plugin Fabricate Maven plugin, et il spécifie aussi le space que j'ai créé, Divox MA. Donc ça c'est l'aspect pipeline, je le laisse parce qu'avec ma connexion 4G ça va prendre un peu de temps, je le laisse bobiner un peu. Donc je vais partir plutôt à tout ce qui est planeur. Donc je peux créer des work items. Donc si j'ai une idée, ou si j'ai un besoin, ou si j'ai un bug ou un truc comme ça, donc j'ai juste à créer directement la tâche ici.
Donc voilà, je mets fixe de out of memory issue, donc un bug, je l'assigne à moi-même et je le valide. Et là, j'ai un board, directement un Kanban board que je peux déplacer directement l'issue là où je veux. Et je peux aussi créer des itérations ici, un sprint par exemple. En spécifiant les dates. Voilà, je peux créer des itérations, je peux affecter ces bugs ou ces features à cette itération-là. Et si je reviens à mon dashboard, donc là, le fait que j'ai assigné cette work item pour moi, ce bug pour moi, je l'ai assigné, il apparaît directement dans mon dashboard. Donc j'ai pas besoin d'aller directement voir dans le backlog ou d'aller voir dans le Kanban board. Je les ai directement ici, ils sont classés directement par priorité. Donc là, je vois dans le codebase, il a référencé mon GitHub que j'ai renseigné tout à l'heure. Donc analyze, en haut on voit trois onglets. Donc analyze, donc c'est analyser tout simplement. Donc c'est là où on prend nos idées, c'est la phase d'analyse. On prend les besoins, les idées, tout ce qu'on veut vraiment pour monter, tout ce qu'on veut voir dans notre application cloud ou microservice. Donc dans Plan, j'essaie de planifier ça sous forme agile avec le Kanban board et la création des work items. Et create, et ben voilà, ça c'est top aussi. Donc create, donc normalement il référence mon Git, et là il me donne accès à mon workspace sur Eclipse Che. Ça c'est l'effet démon. Normalement je clique ici et c'est là où il ouvre normalement mon Eclipse Che et je peux directement changer mon code. Mais ça c'est l'effet démo, c'est pas mal. Donc là il montre comme quoi ça c'est mon microservice ou c'est mon application et le pipeline qui est lancé. Donc il est encore en build pour l'instant. Il m'affiche pareil mes applications avec leur version et sur quel environnement ils sont déployés. On va attendre plutôt le build qui soit fini pour qu'on puisse faire ça. Donc en attendant, on peut se connecter à Jenkins pour voir réellement ce qu'il fait. Donc voilà, il travaille là, il fait réellement, donc il lance le build, il est en train de builder là. Déjà c'est un build success, déjà c'est une bonne nouvelle. Donc là, il a commencé le déploiement et il utilise bien le plugin Maven Fabricate Maven plugin. Et c'est voilà, on rajoute juste deploy et ça sera fait. Et ben, la 4G, elle a fait son effet. Ok, je vais continuer. Je vais continuer la présentation en attendant qu'il finisse de son build. J'espère qu'il va finir vite. Ok, je reviens à la présentation en attendant. Je reviendrai pour voir juste ce qu'il a fait pour je ne l'ai pas oublié. Donc, pour résumer, donc la version Fabricate, donc ce qu'il faut retenir par rapport à Fabricate la version 4, donc c'est une plateforme de développement qui était conçue pour vraiment gérer de bout en bout ce que vous avez besoin. Ça permet d'aller de l'idée jusqu'à la production. Ça permet de créer des applications cloud, des microservices. Et surtout, ça permet de faire du CI/CD avec du Jenkins pour faire du build, du test, du deploy avec pipelines. Et ça permet aussi de faire du planner pour gérer votre projet d'une manière agile. Et ça permet de faire ce qu'on appelle le continuous improvement. Avant les questions, je vais revenir pour voir ce qu'il a fait dans le pipeline. Ah, il traîne encore. D'accord, il est toujours dans le but. Donc c'est exactement le pipeline que j'ai ici sur Jenkins, c'est celui que j'ai directement dans Fabricate. Donc j'ai pas besoin, comme j'ai dit, d'aller à chaque fois
dans un module pour vérifier. Normalement, dans Fabricate, j'ai directement l'info. Là, j'ai le build, c'est exactement ce qui est sur Jenkins. Donc, il récupère l'info et je l'ai directement dans la même console. Je n'ai pas besoin de naviguer à chaque fois. Si je l'ai fait, c'est juste pour l'effet démo. Mais normalement, j'ai pas besoin. Cette vue-là, elle me sort directement le pipeline qui est réellement sur Jenkins. Eh ben, sois sympa et finis vite. Là, je vois bien, si je reviens à mon OpenShift, là, il a bien... Ah, ça va, c'est bon. Donc là, il a créé un build pour mon projet. Donc ça, c'est un conteneur qu'il a lancé pour le build. Et là, c'est le Jenkins Slave qui s'occupe de ce pipeline. Je sais pas si j'ai consommé tout un... Ouais, je pense que j'ai même dépassé. Du coup, est-ce que vous avez des questions en attendant que le pipeline va finir? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Merci. Est-ce que ça supporte d'autres fournisseurs de GitHub? Est-ce que ça peut marcher bien? C'est la feature qui est actuellement en cours, donc exactement pour s'interfacer avec les autres codes sources comme GOX, GitLab et autres. Pour l'instant, c'est que GitHub, mais j'aimerais bien que tu contribues toi aussi, pourquoi pas? Vas-y, si ça te plaît, pourquoi pas? Non, mais elle est dans le pipe. Normalement, c'est parmi les fonctionnalités à venir. Yes. Prérequis technique. Ouais, je reviens, le prérequis. C'est ça. Oui, mais prérequis système. Il se déploie sur un Kubernetes ou OpenShift, peu importe ce qui est derrière. Si tu as Kubernetes, lui il détecte la plateforme et il installe. OpenShift pareil. Donc tout à l'heure, comme tu as vu, j'avais un mini-shift qui est démarré. J'avais pas besoin de lui spécifier quoi que ce soit. J'ai utilisé juste la commande Go Fabricate Deploy et lui, le fait que j'étais authentifié auprès d'OpenShift dans mon mini-shift local, il l'a directement détecté et il a installé mon package. Est-ce que OpenShift doit être installé en local ou on peut le configurer? Ah non, si on a un il peut être remote, il peut être en cloud comme il peut être local. Mais normalement, c'est la solution que Red Hat maintenant va lancer sur la base de Fabricate, parce que le Fabricate, c'est le upstream d'un produit qu'ils vont appeler OpenShift IO. C'est la version SaaS. Donc, ça veut dire tout ça, c'est dans le cloud. C'est-à-dire, en gros, rien en local, on utilise tout dans le cloud. Parce que là, réellement, à part le OpenShift que j'avais en local, j'avais aucune dépendance. C'est comme si si je prends celui-là et je le mets dans une plateforme, dans un provider comme Amazon ou Azure ou autre, j'aurais travaillé de la même manière. Donc si OpenShift est installé en remote ou dans du cloud, je vais l'utiliser de la même manière parce que cette version-là maintenant, elle va être lancée bientôt avec OpenShift IO qui est le software le service as software. Oui. Question, est-ce que ça a été déployé chez des clients avec un retour d'expérience? Version 4.x, c'est pas encore une version. La version 3, elle est déjà utilisée, il est en prod. Donc tout ce que j'ai montré par rapport aux microservices, là, je l'ai utilisé, j'ai même reçu plein de choses de la part des clients et c'est quelque chose, voilà, j'ai entendu déjà parler de Fabricate Maven Plugin, donc on a un cas concret devant nous, quelqu'un qui l'a utilisé. Je sais pas, c'était en prod ou non? C'était utilisation juste... D'accord, non mais il y en a beaucoup qui l'utilisent en prod. Merci, bravo. Merci. Juste une question sur le Ouais. par rapport par exemple, si on ne peut pas utiliser le planner et plutôt s'interfacer avec un outil qui n'est pas forcément open source, par exemple Jira. Ouais. Est-ce que c'est une possibilité ou pas? Good question. Dans la version 3, ils ont prévu de s'interfacer avec du Jira au moment, là, quand je vous ai montré quand il y avait du test, staging et production, il y avait même dans la version 3, si on a des Jira qui sont référencés, on peut même mettre à jour ces Jira pour dire que le problème n'était pas résolu. Par exemple, si le staging, les tests QA passent bien et on passe en production, il ferme par défaut les Jira qui étaient assignés. Ça, c'était intégré avec le Jira dans la version 3. Mais dans la version 4, je pense pas que j'ai la réponse, je peux pas répondre, je sais pas vraiment s'ils vont le faire ou pas. Je vais checker
les features qui sont créés, mais j'ai pas la réponse. Je veux pas dire une connerie, mais j'ai pas la réponse encore. En fait, au niveau affichage, le planner, il est un petit peu limite par rapport. On parle juste d'un point de vue. Je comprends, je comprends. Mais voilà, je peux pas dire de conneries, je ne sais pas. Est-ce qu'il supporte un service Discovery ou c'est hors scope? Le Discovery, par défaut, donc, on va se baser sur ce qui est offert dans Kubernetes et OpenShift. Normalement, c'est ce qui est de mieux. Vous permettez, je vais juste vérifier le fameux pipeline. Ah! Donc là, il a fait le build, les tests unitaires, il a fait le rollout en stage, et là, le approve. Donc je fais promote, et normalement, ça va aller en production. Donc là, si je reviens à l'application, j'ai mon application qui est là, et il me dit, voilà, c'est quelle version qui est déployée actuellement en staging. Et là, j'ai mis promote, donc c'est-à-dire si les opérations fait promote, ça devrait passer en production s'ils sont contents avec le résultat. Ah, c'est génial. Cool. J'étais pas sûr avec le 4G. Non, mais le 4G, franchement, ça m'a fait de la misère aujourd'hui. J'étais même pas sûr. Ouais, Pierre. Est-ce que les templates de projet peuvent être remplacés par des templates de Snowflake ou il n'y a que ceux par défaut? Good question. Good question. Je pense que c'est pas customisé, mais tu peux rajouter tes propres templates par rapport au projet. Donc tu peux utiliser par exemple les templates qui sont prédéfinis par Fabricate, donc CoFabricate, et dans la commande, tu peux utiliser ton propre template. Tu peux spécifier un template différent. Pas dans la UI, mais par commande. Non, par commande. Par commande, avec le GoFabricate, tu peux spécifier un package system et tu peux aussi spécifier un YML, un template spécifique à toi pour vraiment gérer quelque chose qui n'est pas encore dans le pipeline de Fabricate. Ou sinon, tu peux contribuer, c'est plus facile. You are welcome. Des questions? Sur le retour d'expérience sur l'utilisation d'Eclipse Chi. Eclipse Chi, oui, ce qui est pas mal, c'est que, comme j'ai dit, c'est qu'il n'y a plus de dépendance avec le post-train. C'est vraiment un IDE web. Et ce qui est bien dans Eclipse Chi, il y a une grande communauté derrière. Et c'est vrai que maintenant, il commence vraiment à être plus stable qu'avant. Je peux dire ça, il est vraiment stable maintenant. J'en ai vraiment utilisé. C'est vraiment, j'ai pas senti le besoin d'aller à mon Eclipse local comme avant, où on utilisait IntelliJ. Donc pour les fonctionnalités standards, ça marche vraiment. J'ai pas entendu. Non, je préfère pas. L'inconvénient, c'est qu'il faut toujours avoir du réseau ou alors en faire tourner un en le local. Mais c'est bien d'être dans un cybercafé ou dans un aéroport et le faire avec ta tablette. C'était un gros inconvénient. Ouais. Je vous remercie. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas. Avec plaisir. Je suis toujours en bas avec l'organisation.